choses de base, quoi. Ouais. Donc je vais me présenter, donc je suis Patrick Pugeot, je suis directeur du master. Et puis je ne sais pas, peut-être que Fouzia interviendra aussi, donc Fouzia Ounar est la responsable pédagogique du master. Donc nous sommes tous les deux des enseignants en organisation industrielle. Et donc on a formé pendant, enfin, ce qui me concerne, 30 ans, Fouzia 20 ans, des ingénieurs qui étaient là pour mettre en place des systèmes de production et les faire fonctionner sans pour autant avoir de fibre développement durable ou écologique, etc. Et puis dans notre vie personnelle, par contre, on est très sensible à ça. Et donc on se dit, mais il y a quand même quelque chose qui va pas. Et finalement, on s'apercevait que les entreprises, elles étaient quand même très très réticentes vis-à-vis de ces choses-là. Elles sentent qu'elles en ont besoin, elles sentent qu'il y a un vrai besoin sociétal, et en même temps, elles ne savent pas comment s'y prendre. Et en fait, une entreprise, elle est là pour gagner de l'argent, et elle se dit, mais si je vais faire une démarche environnementale, est-ce que quelque part, je ne vais pas perdre de l'argent, ou moins en gagner, etc. Et il y a une réticence. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est une réticence qui est purement méthodologique. C'est-à-dire que si on s'y prend bien, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire du business, tout en faisant un business qui soit propre, durable et respectueux de l'environnement, etc. Mais c'est un problème de méthodologie. Il faut avoir de bonnes méthodologies pour bien s'organiser, de manière à ce que l'organisation que l'on met en place, eh bien, elle respecte un certain nombre de critères qui, du point de vue de la société, sont devenus fondamentaux. Et donc l'idée du master, elle est venue un petit peu de cette réflexion-là, de dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à faire une formation qui serait ouverte à toutes les disciplines et qui viendrait rajouter une couche qui mélange en même temps tout ce qui est développement durable, responsabilité sociétale, environnementale, avec en même temps de l'organisation, de manière à ce qu'on propose aux entreprises des jeunes gens qui non seulement ont envie de bien faire, mais en même temps possèdent les méthodes et les outils qui leur permettent de bien faire. C'est-à-dire de faire les choses d'une manière professionnelle. Il y a quand même beaucoup d'initiatives en développement durable, en responsabilité sociétale, etc., qui sont faites le tour, qui relèvent plutôt de l'artisanat et du test un petit peu comme je le sens. Hein, et ça donne de bons résultats, le plus souvent. Mais s'il y avait derrière une vraie approche d'ingénieur en organisation, peut-être les résultats ils seraient encore meilleurs. Ouais. Et alors, les initiatives comme ça qui fleurissent partout, elles sont super intéressantes. Moi, j'adore voir tout ce qui se passe. Et puis souvent, ce sont des petites initiatives, donc ça peut fonctionner de manière artisanale. Mais si vous allez prendre une boîte, une moyenne boîte ou une grosse boîte, et que vous lui dites, je vais le faire parce qu'il faut le faire et je pars avec la fleur au bout du fusil, les gens ils jouent pas. Oui, c'est ça, pour l'instant on arrive facilement, enfin pas facilement, mais il y a beaucoup d'initiatives qui se créent, mais il n'y a rien qui se modifie vraiment dans les entreprises déjà existantes. Voilà, dans les trucs existants, c'est très très compliqué. Alors que si vous commencez à amener des outils vraiment de l'organisation qui disent par exemple, avant de faire, on va vraiment tout concevoir et tout évaluer et voir la performance qu'on aura avant même d'avoir commencé à le faire. Déjà, ça change les choses. Ça peut plaire aux entreprises et donc... Exactement. Et donc, alors notre master, donc le master s'appelle économie circulaire et organisation durable. Donc, l'idée fondamentale, c'est que l'économie va passer d'une économie linéaire, c'est-à-dire on consomme des matières premières qu'on arrivera à jeter très rapidement, à une économie circulaire. Au contraire, on va consommer aussi sûrement des matières premières, mais on va en récupérer beaucoup et on va les recycler ou les rétrofiter ou les remanufacturer ou récupérer des déchets pour en faire autre chose. Et donc on va essayer d'utiliser au maximum les éléments que la nature nous fournit. Donc il y a cet aspect économie circulaire qu'il faut organiser et c'est avant tout un problème de gestion de flux. Les flux de matière, les flux de déchets, les flux de produits périmés, hors d'usage, tout ça, ce sont des choses qu'il faut arriver à gérer. À revaloriser, etc. Et donc derrière, il y a toute une organisation industrielle à mettre en place qui est essentiellement
qui ne va pas se faire à l'intérieur des murs d'une seule entreprise. Ça peut aussi se faire à l'intérieur des murs d'une seule entreprise, mais ça se fait principalement par collaboration entre entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise qui émet un déchet, pour elle c'est un déchet, mais ce déchet il peut être valorisé souvent par une autre entreprise. Et donc il faut mettre en place les interrelations qu'il y a entre ces entreprises. Il faut mettre en place des systèmes logistiques qui soient adaptés pour récupérer un endroit, quelque chose qui partira à la poubelle, et en faire quelque chose qui va être valorisé ailleurs. Vous voyez, et donc, derrière ça, cette gestion de flux, elle veut dire que l'ingénieur qui veut travailler dans l'organisation de l'économie circulaire, il faut aussi qu'il ait des compétences en logistique. Hein? Et donc on a effectivement dans notre master une orientation relativement importante vers l'organisation des flux et la logistique. Alors c'est pas anodin, hein. Il se trouve que tous les deux on est chercheurs dans un laboratoire en logistique, qui est le plus vieux laboratoire de logistique de France, puisqu'il a été créé en 1975, et que c'est un laboratoire qui a toujours gardé cette activité-là sans discontinuer. Donc c'est historiquement, si vous voulez, c'est un laboratoire de référence en France, ça s'appelle le CRETLOG. Le CRETLOG. Le CRETLOG, hein. Okay. Centre de recherche en transport et en logistique. Voilà. Il est situé à Aix-en-Provence, mais il est dans l'université d'Aix-Marseille. Bon, c'est un petit laboratoire, mais très très homogène du point de vue de sa recherche. Et donc, donc on est dans ce laboratoire, on a changé de laboratoire il y a 5-6 ans à peu près. Et donc, nous on venait des sciences pour l'ingénieur, et on s'est retrouvé dans un laboratoire qui est plutôt orienté sciences de gestion. Et ça nous a amené une vision des problématiques peut-être plus large. Sur l'organisation justement. Sur l'organisation, sur les méthodes aussi que l'on peut mettre en œuvre. Et je pense qu'on a fait une sorte de melting pot entre des choses très très techniques et très ingénieurs, et puis des choses qui sont relèvent plus de la gestion, du management. J'ai l'impression du coup qu'il y a ces deux aspects qui sont réunis. Ensuite, dans le cadre de votre activité professionnelle, donc de formation, ça s'est réuni aussi avec vos convictions dans votre vie personnelle sur l'environnement. Et du coup, ça amène petit à petit, j'imagine, à la réflexion sur ce master. Ouais. Et du coup, vous nous parlez un peu de à quel moment vous pouvez avoir eu l'idée, ou vous vous êtes dit ça peut passer sous la forme d'un master Alors, donc l'idée, elle remonte à peu près de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Moi, à peu près. Ouais, donc c'est plus rapide que ce que je pensais. Donc, en fait, effectivement, à cette époque-là, on s'est posé la question d'ouvrir peut-être un département d'ingénieur. Et en fait, il y avait donc à cette époque-là en plus des appels à idées dans l'école, et on s'est posé la question pourquoi pas ouvrir un département. Et en fait, on s'est aperçu que si on ouvrait un département, on n'offrait pas la possibilité à des gens qui étaient déjà engagés sur un département ou sur une filière de s'orienter vers ça. Et c'est à cette époque-là qu'on a découvert ce que c'était qu'un master spécialisé. Donc pour la petite histoire, un master spécialisé, c'est un diplôme à Bac plus 6 qui est labellisé par la conférence des grandes écoles. Donc qui a une vraie existence, je dirais, nationale. Et donc ce diplôme il est ouvert principalement pour des ingénieurs, qui peuvent être soit des jeunes ingénieurs, soit des gens même qui viennent pour faire une reconversion. Là par exemple, on a un candidat qui a 45 ans pour l'année prochaine. Donc c'est pas ouvert qu'aux étudiants Polytech qui viennent de finir leur scolarité. Alors c'est pas ouvert qu'aux étudiants de Polytech Marseille, c'est pas ouvert qu'aux étudiants du réseau Polytech. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Mais sincèrement, moi j'aimerais bien que ça profite beaucoup aux étudiants du réseau Polytech, parce que effectivement ça fait partie de l'esprit de l'école. Hein. En Polytech Marseille, on a été la deuxième Polytech de France à être créée. On est dans cet état d'esprit réseau Polytech depuis le début, si vous voulez. Et effectivement, on a envie que le réseau fonctionne et que ce soit profitable à tout le monde. Alors ensuite, il y avait dans cette idée de 6e année,
il y avait l'idée que ça puisse être ouvert justement à tout le monde. Et que ça permette justement à des personnes je dirais, d'infléchir leur trajectoire vers justement ces problématiques-là. Et on voit bien que ces problématiques, elles prennent de l'ampleur. Et que finalement, de plus en plus de gens se sentent concernés. Le deuxième intérêt qu'il y a d'un master, c'est que finalement, suivre un master spécialisé, c'est pas obligatoire. Et finalement, celui qui va le suivre, c'est que quelque part, il est motivé. Donc, ça change aussi les choses. Que nos étudiants, là, les quelques étudiants qu'on a sur notre première promo, on sent qu'ils sont tous passionnés par ça. Et on n'attend qu'une seule chose, c'est que les élèves dépassent les maîtres. Hein. Et les jeunes générations, justement, il faut qu'elles se bougent pour rattraper toutes les erreurs qui ont été faites par les générations plus anciennes. On ne peut pas leur en vouloir parce que forcément, souvent, ils ne savaient pas. Hein, donc ils l'ont fait de toute bonne foi. Mais en tout cas, il faut rattraper les choses parce que si on continue comme ça, ça ne va pas aller longtemps en tout cas. Et du coup, vous avez combien d'élèves là et vous ouvrez combien de places pour... Alors, le master, il est dimensionné pour une vingtaine d'étudiants. On ne dit pas 20 exactement, hein, ça peut dépendre, mais une vingtaine, ça fonctionnera bien. Cette année, on avait décidé de commencer plus petit parce que c'était notre première année, donc il faut qu'on se rôde un petit peu, on découvre beaucoup de choses, hein, ne serait-ce que sur le fonctionnement administratif, c'est pas évident. Donc avec un petit nombre d'élèves, ça nous convenait très bien. On avait visé une douzaine en fait, et avec tous les problèmes du Covid, en fait, on n'en a que 6 qui sont vraiment au rendez-vous. Mais bon. Oui, c'est l'année test avant. Voilà, c'est l'année test, et puis on préfère en avoir moins et que ça se passe très bien, vu que d'en avoir plus, et puis finalement on a des problèmes. Hein. Mais l'année prochaine, on pense qu'on en aura une vingtaine, parce que c'est ça notre volume de fonctionnement normal. Du coup, pour parler un peu de la plaquette, donc on va la mettre de toute façon à disposition dans le lien, etc. On va revenir sur tout, et je pense qu'elle décrit assez bien les textes d'esprit, etc. Donc ça se retrouvera pour les personnes intéressées. En fait, cette affiche-là, normalement, elle va être diffusée dans le réseau, et elle devrait être affichée aussi dans les écoles du réseau. Et on a également proposé de faire par visioconférence une petite présentation du master pour les étudiants du réseau. Donc ça, c'est en train plus ou moins de s'organiser avec les collègues qui sont chargés de mission des DRS. Mais c'est assez récent, quoi. Ça date de la semaine dernière. Donc avec l'affiche plus la visioconférence, il y a moyen de se renseigner sur le master. Tout à fait, oui. Là, je vois qu'il y a décrit, donc je fais à l'oral pour les personnes, donc les objectifs de la formation, les prérequis, le programme, donc on vous détaillez un peu les UE et les sujets abordés dans chacun, qui sont découpés en quadrimestres. Donc quadrimestre, c'est 4 mois. Oui, donc ça dure 1 an au total, c'est pour ça que ça passe de bac plus 5 à bac plus 6. Et du coup, je vois qu'il y a une découpe un peu, peut-être pour un peu plus précisément du rythme. Il y a deux rythmes possibles en fait. Il y a soit en formation initiale, soit en formation par alternance, sous forme de contrat de professionnalisation. Nous, c'est plutôt cette deuxième voie que l'on souhaite favoriser parce que c'est celle qui permet à un étudiant finalement de suivre des études avec un financement qui lui permet de survivre, vivre. Survivre, ça dépend. Mais bon, en tout cas, de permettre de le faire. Et puis, il y a surtout aussi le contact pendant une année complète avec une entreprise. Et une année complète, ça permet de monter un projet intéressant. Dans la partie formation initiale, en fait, tous les enseignements sont regroupés sur un quadrimestre. Et donc, derrière, il y a 8 mois de stage, ce qui est bien aussi 8 mois de stage, mais c'est pas une année complète. Alors, donc toutes les UE sont condensées dans le premier quadrimestre? Alors, presque toutes les UE. Il y a une UE qui est justement la partie stage et test professionnel qui se fait soit en 8 mois en formation initiale, soit en 12 mois en formation en alternance. Et puis il y a une UE à laquelle on tient beaucoup, qui est l'UE qu'on appelait éco-projet, qui est un ensemble de différents types de projets
Et donc, pour ceux qui sont en formation initiale, ça se passe en parallèle des cours. Et pour ceux qui sont en formation par contrat de professionnalisation, ça se fait pendant le 2e quadrimestre. Donc ça permet d'avoir justement, pendant 2 quadrimestres, une partie présence dans l'école, une partie présence dans l'entreprise, qui a une continuité. Et donc, lorsqu'on est en formation par alternance, il n'y a que dans le dernier quadrimestre qu'on est à 100% dans l'entreprise. Okay. Alors, dans cette partie, justement, alors, je pourrais peut-être présenter un petit peu les UE. Hein. Donc, il y a 2 UE qui ont comme vocation d'amener les connaissances de base en organisation industrielle. Donc, gestion de production, gestion de projet, gestion de la qualité, gestion des coûts, logistique et système de production intégré. Donc, système informatique pour la production. Hein, dire les choses différemment. Ça, c'est vraiment les fondamentaux. Et comme on a des élèves qui viennent de toutes sortes d'origines, on ne peut pas faire des suppositions sur ça a déjà été vu, ça n'a pas été vu. Ouais. Donc il y en a certains qui sont à l'aise sur certains trucs parce qu'ils les ont déjà un peu vus ou beaucoup vus, puis d'autres qui découvrent tout. D'accord. Ensuite, il y a une UE sur tout ce qui est justement économie circulaire et durable, où là, tous nos enseignements sont pris en charge par des professionnels qui viennent soit de l'Institut national de l'économie circulaire, soit de l'ADEME, soit qui sont des consultants spécialisés sur ce domaine-là. Et donc à l'issue de cette UE, ils ont tous les concepts qu'il faut pour comprendre ce que c'est que la RSE, l'économie circulaire, le développement durable, tout ça. Donc ça, ce sont vraiment les fondamentaux qu'on peut rencontrer d'ailleurs dans plein d'autres formations. Et puis après, vous avez une UE 5 qui, elle, est vraiment une UE spécifique à l'organisation durable, où là, on enseigne des choses qui sont plus ou moins liées à notre expérience en recherche. Par exemple, gérer des stocks durablement, gérer des projets de développement durable, de manière agile, par exemple, faire de la reverse logistique, de la supply chain durable, enfin des choses qui sont vraiment très très pointues. Ensuite, il y a une UE6 qui, elle, dépend du parcours que l'on va suivre, parce qu'on offre plusieurs parcours. Alors cette année, il n'y a qu'un seul parcours d'ouvert, parce qu'on n'a pas beaucoup d'étudiants, mais en gros, il y aura 3 types de parcours, pour l'instant en tout cas, parce qu'on est en train de voir si on peut en ouvrir d'autres. Il y a un parcours orienté éco-conception, c'est-à-dire plutôt orienté produit, donc produit durable. Il y a un parcours système circulaire, donc organisation des flux. Et puis il y a un parcours biovalorisation qui là est plutôt destiné aux élèves qui ont fait des parcours type biotech. Et en gros, c'est comment utiliser les biotech pour faire du recyclage, de la valorisation, de la destruction de déchets, des choses comme ça. Donc des parcours un peu plus techniques, du coup, voilà, en fonction du bagage qu'il y a. Voilà, exactement. À chaque fois, c'est un petit peu plus technique et c'est en fonction finalement du projet professionnel de la personne. Oui. Parce qu'il y a une question qui revient, la première je pense qui revient le plus, c'est comment le master peut être adapté à toutes les formations ingénieurs. Et du coup, là c'est vrai que du coup c'est très général, donc peut-être qu'il y a moins de travaux pratiques, je sais pas. Il y a des travaux pratiques, mais il n'y aura pas des travaux pratiques par exemple en électronique. Oui. D'accord. Il n'y aura pas des travaux pratiques non plus en mécanique, parce que ça n'aurait aucun sens. Par contre, il y aura des travaux pratiques, par exemple, on va prendre la conception de produit. Il y a des méthodes de conception qui permettent d'analyser un produit vis-à-vis des fonctions qu'il doit remplir et des solutions techniques qui permettent de remplir ces différentes fonctions. Et ces méthodes-là, elles ont toujours été imaginées avec des objectifs, par exemple, d'économie. Comment le produit est économiquement rentable. Mais on peut prendre les mêmes méthodes et les envisager du point de vue de la durabilité, par exemple, ou de l'impact environnemental, etc. Et donc, ces méthodes-là, eh bien, l'ingénieur qui arrive en étant électronicien ou en étant roboticien, il a sa propre culture, et lui, il va se faire sa synthèse pour comprendre comment
comment ces outils, il va pouvoir les utiliser dans le cadre de, de sa pratique professionnelle. Hein. On ne va pas dire que, par exemple, on va pas dire que demain tu seras plus roboticien. Ouais. Mais par contre, tu seras un roboticien qui aura des capacités à être éco-responsable de ce qu'il fait. Et tu auras des choses en plus par rapport à un roboticien classique. D'accord ? Et ces choses-là, on peut les enseigner d'une manière complètement pluridisciplinaire, ça s'applique, c'est transversal si tu veux. Et pour aller juste un petit peu plus loin, c'est dans l'UE sur les projets que justement on va chercher à mettre en place des projets qui intéressent les gens du point de vue de leur projet professionnel. D'accord. Donc on essaye de faire, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à le faire à 100%, hein, on essaye de faire du personnalisé. Donc on a des projets, alors on a un projet qui est plutôt de l'auto-apprentissage. Donc chaque élève peut se choisir le sujet qui l'intéresse ou qui l'intéresse dans le cadre de son contrat pro. Et il va aller plus loin sur ce sujet-là, il va faire sa recherche bibliographique, un petit peu comme une sorte de stage d'initiation à la recherche si vous voulez, et il va aller plus loin dans ce domaine-là. Et nous on l'accompagne pour que lui il y aille. C'est pas nous qui allons faire le boulot, c'est lui. Ouais. On a un projet qu'on appelle un Blitz Project, c'est un projet sur une semaine qui se fait par groupe d'étudiants, par petits groupes. Et donc si par exemple on a 2 ou 3 roboticiens, on va les mettre ensemble et on va leur faire un sujet pendant une semaine sur de la robotique. D'accord. Ouais, l'idée c'est vraiment... Pouvoir mêler selon bagage technique avec... Exactement. Si quelqu'un n'utilise pas ses compétences initiales pour en faire sa propre synthèse à l'issue du master, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est que cette symbiose-là, elle se fasse et elle se fera dans le cerveau des gens qui suivent les cours. Ça ne peut pas s'imposer de manière magistrale, si vous voulez. Je comprends. Oui. Du coup, si je schématise, il y aurait 4 UE qui sont comme ça, qui peuvent englober toutes les formations, qui ont vraiment cette vision pluridisciplinaire. Ouais. 2 qui vont être pouvoir s'adapter au projet professionnel et au profil de l'étudiant, sans compter la dernière, donc le stage, où là c'est très individualisé du coup. Ça dépendra essentiellement du contact industriel et après de la mission qui est donnée. Mais ce que je peux voir cette année, c'est que finalement chacun a réussi à trouver une mission qui lui convient bien. En fait. Après, bon, c'est pas évident de trouver des contrats pro. Alors cette année, ça a été compliqué du fait du déphasage initial, puisqu'il fallait trouver des contrats pro à partir du début janvier. Normalement, les contrats pro ils commencent en septembre. Donc il y a beaucoup d'entreprises, je pense, qui ont eu du mal à donner suite parce que ça sortait du cadre habituel de leur cycle d'accueil des contrats pro. Mais je pense que pour l'année prochaine, ce sera plus simple. On va juste peut-être faire un retour sur les frais, où vous expliquez que c'était peut-être plus confortable d'être en alternance. Sur les frais, si vous voulez en parler, formation initiale, c'est 7 000 €. En ce qui concerne la formation en apprentissage, c'est plus cher, mais c'est pris en charge par l'entreprise, et l'entreprise elle a des aides en fait. Donc il y a des organismes qui s'appellent des OPCO qui aident à la formation professionnelle, dans lesquels toutes les entreprises cotisent, et quand elles cotisent, après elles ont droit donc aux aides à la formation. Et donc une très très grosse partie des frais sont pris en charge par les OPCO. Donc c'est pas elles qui payent. D'accord ? Et en plus de ça, elles ont droit à des aides quand elles accueillent des alternants. Donc cette année, l'aide elle est exceptionnellement de 8 000 €. Donc ça aide, si vous voulez, à payer le salaire, etc. Par contre, c'est un vrai salaire, hein, c'est-à-dire c'est un CDD d'1 an. Donc il y a des charges sociales, etc. Et ça dépend aussi des boîtes. Si vous prenez un grand groupe national, eh bien, il y a des grilles de salaire qui sont établies et ça permet d'avoir un salaire relativement confortable. Pas le même salaire qu'un jeune ingénieur, mais c'est quand même relativement confortable pour suivre des études. Si vous êtes dans une PME, peut-être que ce sera un peu moins important. Mais voilà, ça permet quand même de passer une année dans des conditions matérielles qui sont satisfaisantes sans avoir à débourser un centime de scolarité. Quoi. Et finalement, je trouve que là, ce format-là, en fait, il répond, donc il est différent de ce que je connais, et il répond un peu au fait que en fait, l'environnement, il va toucher toutes les filières,
Et donc il peut intéresser n'importe quel ingénieur. Donc au fond, c'est... Alors ça enfin, ce que tu dis là, je le comprends très bien, je le ressens très bien. En fait, donc, comme je te le disais tout à l'heure, on a été pendant longtemps enseignant dans un département de génie industriel. Et j'ai toujours été épaté, par exemple, de voir certains de nos élèves partir dans l'industrie chimique ou dans l'industrie pharmaceutique ou dans l'industrie agroalimentaire, alors qu'il n'y avait pas un poil d'enseignement dans ces domaines-là dans l'école. Et il se trouve que l'organisation industrielle, c'est un domaine qui est transverse et qui peut s'appliquer à tous les secteurs industriels. Donc quelque part, ce master-là, c'est exactement la même chose. Sauf que là, c'est après des études que finalement on accueille les gens. Voilà. Et puis après, c'est comme un peu toutes les formations, avec le stage ou les projets ou la coloration qu'on nous donne, on cherche à l'orienter sur ces convictions. Et bon, ça c'est un peu le discours, on va dire, basique, mais acteur de sa formation, ça veut aussi dire ça. De pas juste chercher le diplôme, mais savoir ce que tu en fais. Et donc, si tu as un objectif qui est un peu différent de celui premier de la formation, c'est à toi de faire en sorte que... Oui, et puis, quelqu'un qui vient suivre un master spécialisé, quel que soit le master spécialisé d'ailleurs, je pense, c'est un diplôme qui n'est pas obligatoire. Donc, celui qui le fait, c'est qu'il a quand même une idée derrière la tête et il ne le fait pas dans le même état d'esprit. On ne se empêche pas de le faire dans de bonnes conditions, je dirais, intellectuelles. Mais en tout cas, il le fait avec une idée derrière la tête qui est claire et nette, bien sûr. Et ça change les choses. Ouais. Non mais c'est bien, j'aime bien le fait que ça permette souvent les étudiants, ils sont animés par leur spécialité, donc la robotique, la génie industrielle, peu importe, matériaux, etc. Et souvent l'organisation durable, etc., c'est plus le côté personnel et éthique propre à chacun. Et là ça permet vraiment de mêler les deux et c'est vraiment l'aspect que j'aime bien. Et qui en fait souvent c'est vu comme incompatible, les ingénieurs font leur travail puis dans leur vie perso sont un petit peu plus responsables et alors que en fait il y a la possibilité de concilier les deux. J'ai vu la semaine dernière, je sais pas où, une interview d'une fille, enfin d'une dame qui était ingénieure avant et puis qui a tout arrêté pour aller élever des poules à la campagne parce qu'elle n'était pas en harmonie avec ses valeurs. Alors bon, c'est un choix de vie, mais moi ça me laisse perplexe et je trouve ça tellement dommage. En fait, c'est pas en sortant du système qu'on peut changer le système. Oui. C'est en étant à l'intérieur du système et en offrant au système des opportunités d'évoluer. Je considère que tout arrêter pour aller... c'est un choix de vie, mais c'est quand même une sorte de démission vis-à-vis des problèmes qu'on rencontre. Et c'est sûr que il y a beaucoup de situations industrielles qui pourraient évoluer et où les acteurs industriels actuels qui ont été formés il y a 20 ans, totalement indépendamment de tous ces aspects-là, ils ont du mal à les comprendre et surtout à comprendre comment il faudrait faire pour s'en sortir. Alors je dis pas que nous on a 100% des solutions, mais en tout cas on essaye de dire que des solutions qu'on utilise dans des situations conventionnelles peuvent aussi être recyclées, rétrofitées pour aller vers des solutions beaucoup plus intéressantes du point de vue des problématiques actuelles. Les ingénieurs font leur métier jusqu'à un craquage et un virage à 90 degrés alors qu'on peut faire un virage moins prononcé pour... Et permettre aux entreprises de fonctionner d'une manière plus responsable, plus durable, plus... Il y a beaucoup d'entreprises où ils sont conscients de tout ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont changer les ampoules, ils vont mettre des ampoules à LED. C'est bien, mais c'est pas avec ça qu'on va sauver la planète. Ça, je sais pas s'il faut enregistrer ce que je viens de dire, mais il y a une part de ça quand même. Moi, pour résumer un peu la stratégie, mais votre conviction dans cette lutte écologique, j'ai noté qu'il y avait pour but de répondre à la difficulté d'entraîner les entreprises dans la transition écologique. C'est un peu le pari.
en structurant, souvent on dit qu'ils vont avoir besoin des ingénieurs pour résoudre les problèmes environnementaux. Donc là, l'idée c'est commencer à essayer de structurer et former des gens pour ça, plutôt que d'espérer que des ingénieurs trouvent comment tout seuls trouver la solution. Et voilà, ça c'est un peu plus large, mais voilà, de dire que il faut quand même être dans le système pour changer les choses, notamment surtout dans les entreprises où c'est sûrement plus difficile que des initiatives plus locales, plus indépendantes. Donc voilà, je pense que ça résume un peu la stratégie du ministère. C'est ça, oui, et c'est d'influer de l'intérieur des entreprises, mais avec des outils qui effectivement sont professionnels. Hein. Par exemple, si vous imaginez une autre manière de faire fonctionner l'entreprise qui serait plus durable, vous pouvez en parler, vous pouvez convaincre des gens, etc. Ça c'est bien beau, mais à un moment donné, ça manque un peu d'arguments. Si par exemple vous arrivez à faire un modèle de simulation qui montre, avec des indicateurs, qui montre la différence qu'il y a entre avant et après, et que vous montrez les gains que vous obtenez, le décideur qui est au-dessus de vous, là il va vraiment s'y intéresser, et il va se dire finalement, ouais, si je faisais ça, j'ai ces résultats-là. Il y a une différence entre avoir des idées et les défendre oralement, et puis avoir des idées, les modéliser, les simuler, et avoir après des arguments chiffrés. Ouais. Ça c'est vraiment important. Or ça c'est la démarche d'un ingénieur. Un ingénieur normalement il n'arrive pas simplement avec j'ai pensé que. C'est bien d'avoir pensé. Et après il faut derrière l'argumenter, il faut exercer son métier d'ingénieur. Hein. Et si on ne sait pas par exemple comment est-ce qu'on fait une simulation, on ne peut pas arriver à ce résultat-là. On reste toujours dans l'hypothétique et dans des tests. Super. Voilà. Je pense qu'on pourra conclure un peu là-dessus. Super bien. Écoutez, en tout cas, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Ouais, je pense Ça, bon, c'est très intéressant, merci beaucoup. Votre initiative, en tout cas, elle est aussi super sympa. Merci. Bon, moi, j'en ai entendu parler vendredi.